Bonjour à nouveau. On va commencer à l'heure parce qu'on n'a qu'une heure et quand vous les aurez entendus, vous comprendrez que je voudrais leur donner vraiment tout le temps possible pour leur parole. Voilà. Et comme le temps manque, excusez-moi, je vais essayer de pas vous stresser non plus avec ça. Je vais faire les petites présentations pour que nos intervenants puissent se concentrer sur tout ce qu'ils ont à nous dire. Donc je vais commencer par Claire Ruffiot, tout au bout, qui est donc chercheuse et doctorante à Paris 1 au centre. Son laboratoire, c'est le Centre européen de sociologie et de sciences politiques, et elle travaille elle a travaillé sur 40 ans de médiatisation du viol dans 14 journaux depuis 1980. Donc c'est vous dire si elle a des choses à nous dire. Marika Mathieu, parce que je fais dans cet ordre-là, c'est comme ça. Marika Mathieu, donc, qui est journaliste, mais auteure et réalisatrice, et à qui on doit notamment la co-réalisation du documentaire Outreau, un cauchemar français, et qui vient de publier en janvier. C'est un peu Madame le fait d'actualité du jour, puisqu'elle a publié en janvier L'Impuni, qui raconte en fait tout ce qui s'est passé en amont du procès le Squarneck et pourquoi il est impuni jusqu'à aujourd'hui et pourquoi ce silence. Bien sûr, vous pourrez modifier ce que je viens de dire. Donc Pat Perna, qui était donc en atelier jusqu'à temps de nous rejoindre, qui était journaliste et qui est passé à la BD depuis 2006, sans trop s'éloigner quand même, puisqu'il a quand même fait une série, je crois, de 3 livres qui s'appelle Força et qui raconte le destin croisé d'Albert Londres et d'un Eugène Dieudonné, qui était donc un bagnard à Cayenne. Et surtout, et aussi une autre BD sur le massacre de Tiaroy au Sénégal en décembre 1944. Donc massacre commis par la France. Et enfin Marie Zafimei, qui est donc journaliste, qui est la journaliste de terrain, même si vous faites du magazine et plus une actualité afro avec du magazine sous forme de podcast, c'est presque vous qui êtes plus les mains dans le cambouis régulièrement avec le fait divers, en étant à la rédaction de RTL depuis 6 ans. Mais vous êtes aussi une autrice engagée, particulièrement impliquée dans la défense des minorités, et chroniqueuse sur Bisaï Média, c'est ça ? Voilà. Et porte-parole aussi de l'AJAR, qui est l'association des journalistes antiracistes et racisés. Voilà. Je vous prie de m'excuser quand j'ai l'air un peu amateur. Je fais pas tant de tables rondes que ça. Je suis plutôt journaliste d'habitude. Voilà. Je vais rappeler quand même la phrase, parce que ce thème qui est faire diversion, faire société, j'ai d'ailleurs dit à Jérôme, bah oui, mais enfin c'est tout le thème des assises, ça je vais pas faire ça en 1 heure. En fait, elle vient d'une phrase de Pierre Bourdieu, qui était donc un sociologue que beaucoup de gens connaissent, mais comme son texte date quand même de 1996, c'est-à-dire des temps antédiluviens, dans un petit texte sur la télévision, je vais relire quelques passages de cette phrase dont s'inspire la thématique. Donc Pierre Bourdieu, sociologue, écrit sur la télévision et parle du fait divers. Alors d'abord, il dit que les faits divers, ça a toujours été la pâture préférée de la presse à sensation. Le sang et le sexe, le drame et le crime ont toujours fait vendre. Je fais une première incise parce que si on peut y revenir, j'aimerais bien qu'on parle de... Il y a une espèce de dédain là-dedans, à mon sens. Comme si le sang et le sexe, le drame et le crime n'étaient pas aussi des matières sociales, en fait. Il dit surtout, et c'est là que la phrase intervient, il dit surtout les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. C'est-à-dire l'idée que les journalistes seraient un peu comme des prestidigitateurs et qu'on attire l'attention sur des faits pour mieux masquer ou ne pas parler d'autres faits. Voilà. Mais autre petit peut-être aspect qu'on pourra critiquer peut-être, c'est pour lui, le fait divers, c'est sans enjeu, ça ne divise pas et ça fait consensus. Là, je pense qu'on aura des choses à dire là-dessus. Et je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas de temps. Alors, Marie, qu'en pensez-vous de cette attention portée aux faits divers ? Est-ce que... Et de cette phrase, en fait, de cette approche de Pierre Bourdieu. Merci d'abord pour cette introduction. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait divers, déjà, il est traité, rien que son nom, fait divers,
ça enlève un petit peu du drame et des histoires lourdes qu'il y a derrière ces deux mots, qui sont souvent en fait des crimes, des viols, des meurtres, des assassinats. Et traiter de la sorte aussi, avec aujourd'hui le temps qui va très vite dans les médias, on le traite sous forme d'actualité chaude souvent, avec 2 minutes d'antenne où on doit expliquer ce qui s'est passé et on oublie en fait que derrière souvent il y a des gens et les dynamiques justement sociales, pour faire le lien avec le thème de la table ronde, les dynamiques sociales qu'il y a derrière. C'est-à-dire que on va essayer de s'attarder sur le profil du suspect, mais pas pourquoi, qu'est-ce qui l'a conduit dans sa vie à commettre un crime, et pas sur toutes les dynamiques derrière qui peuvent exister. C'est dommage. Et c'est pour ça que dans le podcast Les Voix du crime, moi ce qui m'intéresse c'est justement de traiter le fait divers, donc les affaires criminelles en l'occurrence, sur le temps long, pour avoir le temps de questionner en fait toute la dynamique derrière le crime qui a été commis, et de s'attarder sur des points de société ou des points politiques qui ont pu être observés dans le déroulé de la procédure pénale, la procédure pénale. Mais justement, est-ce que vous pouvez détailler, en fait, d'après ce que j'ai compris, vous faites des approches par type d'interlocuteur. Exactement. Donc, expliquez-nous pourquoi, parce que c'est intéressant, et puis quel type de témoignages comme ça ou d'éclairage que vous avez pu obtenir. Alors le podcast Les Voix du crime, il donne la parole à des professionnels de la justice ou de la police ou des proches de victimes ou de suspects, des magistrats, des avocats. Et en fait, le but du podcast, c'est dans chaque épisode de laisser la parole à ces personnes et qu'elles nous racontent une affaire de leur point de vue. Donc c'est-à-dire qu'un avocat va aussi bien nous parler de l'affaire, mais au final, ça va prendre très peu de temps dans l'épisode. Il va surtout nous parler de son travail, de ce qu'il fait, avec pédagogie, et je trouve que c'est aussi un travail qui est important pour faire société, c'est qu'il faut comprendre le système judiciaire, comprendre le temps long de la justice, et comprendre tous les mécanismes en fait qui se mettent en route à partir du moment où un crime a été commis. Et c'est ça, moi je m'attache beaucoup à ça, et quand j'interviewe des proches de victimes par exemple, l'important aussi c'est de faire preuve d'empathie, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait société, et de leur donner la parole, et de ne pas être dans le sensationnalisme, et de me demander de raconter leur histoire pour la énième fois dans les détails sanglants et traumatisants. Alors si on parle d'empathie, on va peut-être passer la parole tout de suite à Pat Bernat. Parce que donc vous avez écrit sur... Je vous ai présenté tout à l'heure ? Oui. Excusez-moi, j'ai... donc vous avez fait un gros travail donc avec cette BD sur Grégory aux éditions des Arènes. Je précise que les deux livres, donc tant l'Impuni que Grégory, sont en vente au-dessus, là, au stand de la librairie La Vagabonde, et que, alors si Pat Bernat n'a pas beaucoup le temps, mais il voudra bien discuter 5 minutes, Marika Mathieu pourra se prêter à un jeu de discussion et de dédicace si vous le souhaitez. Voilà. Avant d'oublier de dire ça. Oui, vous, comment êtes venu à l'affaire Grégory ? Et je crois que justement, le mot empathie, c'est quand même la chose, enfin, l'élément, le sentiment qui a manqué et qui a permis un emballement médiatique terrible il y a 40 ans. Voilà, est-ce que vous voulez nous expliquer comment vous êtes venu à ce projet ? Alors, comment j'y suis venu ? J'y suis venu par l'intermédiaire de Jean-Marie Villemain, qui m'a contacté en passant par mon éditeur, parce qu'il souhaitait justement, 30 ans après sa dernière prise de parole, qui avait eu lieu dans une émission de télé qui s'appelait La Marche du siècle, reprendre la parole, parce qu'on arrivait à la date anniversaire, donc c'était il y a 2 ans et demi maintenant. On arrivait à la date anniversaire de l'affaire Grégory, et que, habitué qu'il est du traitement qu'il considère souvent comme inapproprié, voire parfois carrément malhonnête du sujet, il préférait prendre les devants et s'exprimer de nouveau. Voilà. En revanche, il avait très envie que ça se fasse d'une autre manière. Je crois qu'il était sensible au support bande dessinée, dans la mesure où justement ça permet d'apporter à la fois de la distance
et de rajouter cette dose d'empathie dont il a tant manqué. Voilà. Ouais. Je signale, moi je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais je vous conseille, y compris si vous faites partie de ceux qui, comme moi, c'est-à-dire avec un certain âge, avaient vécu ce fait divers avec un certain dégoût sur la façon dont il était présenté. Donc en 84, je rappelle, pour les plus jeunes d'entre nous. Et que la BD, justement, elle apporte cette espèce de calme et elle apporte surtout un éclairage sur la force de caractère du couple Villemain et surtout cette union qui perdure malgré tout et qui fait visiblement mieux que perdurer. C'est assez bouleversant, mais un bouleversement assez calme. Vraiment, je vous le recommande. Ceci étant dit, ouais, quand est-ce que vous, donc puisque vous êtes d'une génération à avoir vécu cet emballement, est-ce que vous l'avez ressenti à cette époque? Est-ce que c'est en rediscutant avec Jean-Marie Villemain que vous avez pris la dimension du délire qui s'est emparé? Enfin, faut le dire. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous le disiez vous, parce que vous connaissez bien mieux le dossier que moi. À quel moment vous sentez cet emballement? À quel moment ça vous gêne? Alors, moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant. Déjà, c'est intéressant parce que l'angle que vous avez pris sur l'aspect sociétal de la chose, moi, je l'ai ressenti à l'époque énormément, dans la mesure où chaque enfant dans les familles, en fait, nos parents étaient tellement choqués, voire pour certains traumatisés par cette affaire, qu'il y avait immédiatement une espèce de moment où ils nous couvaient énormément, parce que ils s'identifiaient à ce couple, à cette femme qu'on voyait dans les médias en train de hurler ou de pleurer, puisque je vous rappelle qu'elle a été filmée dans des moments d'une grande intimité, que les journalistes s'introduisaient pendant l'enterrement de leur gamin par centaines dans le cimetière, avec des caméras qui étaient à 2 mètres d'elle, jusqu'au moment où elle fait ce malaise en hurlant. On le voit très bien dans les documentaires qui ont été faits. Bref, donc les parents de ma génération, nos parents étaient complètement traumatisés par ça. Je me souviens plus du coup de votre question, mais je peux continuer. À quel moment cet emballement vous choque et à quel moment vous arrivez à analyser pourquoi, comment, pourquoi ce sensationnalisme, pourquoi ce manque d'empathie, pourquoi ces dérives, le fait que la culpabilité se soit portée sur Christine Villemain, qui était presque une cible idéale et quasi littéraire, puisque Marguerite Duras. J'aimerais bien que vous racontiez un petit peu ça pour ceux qui auraient oublié. Parce qu'on est allé loin quand même. Cette affaire portait en elle tous les germes d'une grande histoire qui allait au-delà justement du simple fait divers. C'est-à-dire que l'affaire Grégory a cristallisé à la fois beaucoup de choses de la société de l'époque, politiquement, sociétalement et humainement. Donc politiquement parce que par le plus grand des hasards, c'était pas prévu, mais il se trouve que les 2 principaux protagonistes judiciaires, les 2 avocats, ceux de la famille Villemain et ceux de la famille Laroche étant celui qui a été présumé coupable et qui donc, après avoir été incarcéré, a été relâché, puis assassiné par Jean-Marie Villemain, qui était convaincu que Bernard Laroche, son cousin, était celui qui avait enlevé puis tué son enfant. L'avocat de ce Bernard Laroche, Maître Welzer, était un avocat de gauche qui défendait plutôt des ouvriers, plutôt des syndicalistes. Et puis l'avocat de la famille Villemain, en l'occurrence de Jean-Marie Villemain, c'est Maître Garot, lui, à l'inverse, était un avocat de droite. À l'époque, on n'appelait pas ça d'extrême droite, mais de droite assez extrême, qui militait en faveur de la peine de mort et qui était pour la légitime défense. Voilà, donc on avait une mise en scène avec 2 opinions politiques. On est en 1984. Inutile de vous rappeler ce qui s'est passé avec Badinter et Mitterrand qui mettent un terme à la peine de mort. Donc on est dans 82. Voilà, en 82. On a déjà une forme de clivage qui s'est instaurée et politiquement, on est dans une période particulière. Donc là-dessus, Jean-Marie Villemain se fait justice lui-même. Il est défendu par ce type qu'il n'a pas choisi, mais qui lui est recommandé par le journaliste de Paris Match.
Et on a des journalistes qui arrivent dans un petit village des Vosges, perdu, village qui est un théâtre absolument symboliquement magnifique, enclavé, avec des maisons perdues dans la nature, ces grandes forêts de sapins noirs, une lumière particulière, une population très rurale et ouvrière qui s'exprime avec un fort accent. Et là, en un seul coup, ce drame, des dizaines et des dizaines de journalistes arrivent principalement de Paris. Et forcément, ils ont un a priori, ils arrivent dans ce qu'ils considèrent être un peu une jungle avec des arriérés à l'intérieur, et donc énormément de préjugés. Et on cultive ça. C'est-à-dire qu'ils passent dans les journaux télévisés des interviews des rares témoins de l'affaire, qui pour la plupart sont des agriculteurs. Je pense notamment à une dame qui s'appelle Madame Clodon, qui est la seule à avoir vu la scène se dérouler presque sous ses yeux, puisqu'elle ramenait au moment des faits son troupeau de vaches sur la route. Et quand elle est interrogée à la télé, elle est sous-titrée, tellement on considère qu'elle est inintelligible et qu'on ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc, et toute l'affaire Villemain va être construite autour de ça. Et puis se rajoute une autre dimension, l'arrivée de Marguerite Duras, qui d'un seul coup, pour faire un papier dans Libération, décide de faire une espèce d'article incroyable dans lequel elle accuse Christine Villemain d'être la meurtrière, mais lui délivrant immédiatement les circonstances atténuantes en disant que c'est un acte féministe, parce que cette jeune femme, sans doute, dit-elle, brimée, voire battue par son mari violent, en est arrivée à cette extrémité pour se libérer de son statut de femme soumise. Bref, tout ça réuni fait qu'on a déjà quelque chose d'assez lourd. Et puis on a un couple de journalistes. Alors il y a plusieurs journalistes qui vont déroger à la fameuse règle déontologique de base, mais on va dire qu'il y en a deux principaux. Je trahis rien du tout en disant leur nom. Ils s'appellent Bézina, puisqu'ils apparaissent dans tous les documentaires et dans tous les comptes rendus sur l'affaire, qui couvrent un nombre considérable de journaux et de radios qui, eux, décident de manière totalement arbitraire et mercantile que cette affaire aurait beaucoup plus de sens si c'était la mère qui était coupable. Et là, ils vont construire toute une mythologie, toute une histoire autour de cette mère infanticide. Donc, par chance, ils ont des connaissances. Ils connaissent très bien le commissaire de police du SRPJ qui n'a pas été saisi de l'affaire puisque c'est la gendarmerie qui enquête. Ça tombe bien, on est en pleine guerre des polices, police-gendarmerie. Donc va se rajouter un fait de société supplémentaire. Et ces journalistes commencent à préparer l'opinion publique, d'abord dans un feuilleton magnifique. D'abord, on a un coupable, puis on a un témoin qui a désigné ce coupable, qui est une jeune fille qui a 16 ans à l'époque, qui elle aussi s'exprime difficilement, qui est très charismatique et dont on se rappelle, une fois qu'on l'a vu à l'écran, on s'en rappelle tout le temps. Donc voilà, on construit quelque chose avec ça, et ça avance, et puis d'un seul coup, rebondissement, le coupable est relâché, puis sur rebondissement, le père se fait justice lui-même avant de se livrer à la police, et finalement il est arrêté, emprisonné, et puis c'est la mère, on va l'arrêter. Enfin bref, cette histoire a été construite de toutes pièces, fabriquée pour faire diversion, et est devenue un fait de société. Oui, et en fait, là, le fait de société, c'est pas tant l'événement premier qui a été couvert comme un fait divers que tout ce que ça révèle de notre société sur le fonctionnement des médias, sur les biais des journalistes quand ils arrivent d'ailleurs et qu'ils découvrent une région, un milieu et avec tous les préjugés qui ont été à l'œuvre. C'est tout le contexte politique que vous avez dit. Et voilà, enfin bref, tout un théâtre d'ombre en fait qui en dit beaucoup sur nous-mêmes. Et vous, Marika Mathieu, quand vous êtes... en fait, si j'ai bien compris après nos échanges, vous êtes intéressée à Le Squarnec parce que de travailler sur Outreau, vous avez trop choqué en matière de décalage entre les faits et ce qui a été montré à la société. C'est-à-dire qu'en fait, Outreau, c'était peut-être le premier
énorme procès pédocriminel qui aurait dû montrer la banalité des crimes commis sur les enfants. Je vous conseille ce petit bouquin d'Édouard Durand, vous savez, ex-pilote de la Civise. Voilà, 160 000 enfants par an quand même. Hein. C'est un petit phénomène de société, je pense. Voilà. Et Outreau, on est passé à côté parce qu'il y a eu un peu ce genre de biais médiatique. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que nous, journalistes, en l'occurrence, je me mets voilà, on fait tout le temps du mauvais travail. Si on fait ce travail, c'est aussi parce que si on fait quelquefois mal notre travail, c'est pour des tas de raisons, mais y compris parce que la société va bien vouloir ne voir que ce qu'on lui en montre. Hein. On sait jamais l'œuf ou la poule quand même. Voilà, juste pour éviter l'autoflagellation qui est pas bien, paraît-il. Eh bien oui, c'est vrai que finalement, avec ce jeu entre faire diversion ou faire société, je pensais effectivement, en se rappelant de toutes les étapes de l'affaire Grégory, qu'il y a même une troisième étape, c'est ce que la société fait. Qu'est-ce que devient l'affaire quand elle est prise effectivement sous ce regard? Et les journalistes de ce point de vue-là n'en sont souvent que le transmetteur, c'est-à-dire c'est ce miroir effectivement qui va le long du chemin et qui va comme il peut dans la société dans laquelle effectivement il se forge. Moi, je suis arrivée effectivement face à ce que oui, on appelait à la base un fait divers, l'affaire d'Outreau. Qui n'a jamais été finalement, enfin qui a elle aussi ses étapes un peu comme celle de Grégory. Quand on en reconstitue la trame, qu'on a largement oublié, et je pense que qui se souvient d'Outreau, mais surtout de ce qu'était effectivement dans la réalité cette affaire, je pense qu'honnêtement, ces personnes-là sont rares, et y compris parmi les journalistes, parce que de la petite histoire née sur les rives de Boulogne-sur-Mer et qui a grandi jusqu'à devenir la plus grande commission parlementaire sur mettant en question l'instruction et toute la justice, sans une seule fois mentionner finalement les faits d'inceste et de pédocriminalité qui étaient avérés dans ce dossier, puisqu'il y a, il faut le rappeler, 4 condamnations qui sont intervenues, malgré effectivement ce qui a été finalement la leçon d'Outreau, à savoir 13 enfants reconnus victimes, c'est ça? 13 C'est ça, ouais. Et 12, puisque l'un des enfants a été estimé en début de procédure trop jeune pour son statut de victime de l'époque. Enfin, ça correspondait aux règles de cette époque. Mais en effet, l'image de ce qu'on en a retenu dans l'imaginaire est restée finalement beaucoup plus fort que toutes les étapes que effectivement je me suis que j'ai tenté de rassembler effectivement pour une écriture documentaire qui a fait ce qu'elle pouvait au milieu de tout ce qu'il fallait évacuer, de toute cette société qui s'était imbriquée dans cette affaire de départ, pour en donner une lecture qui, en réalité, n'avait pas grand-chose à voir avec le dossier judiciaire qu'il en reste et qu'il nous revient aussi d'analyser. On a fait ce qu'on pouvait là-dessus, mais c'est vrai que est venue ensuite cette autre affaire, cet autre fait divers, mais que j'ai choisi essentiellement par et contre ce qui s'était passé à Outreau, en se demandant, encore une fois, donc ce fameux, je le rappelle, mais je crois que ça a été déjà évoqué, et puis c'est vrai que c'est difficile de passer outre, donc l'affaire Le Squarneck, c'est cette histoire de ce médecin, ce chirurgien, qui, au cours de ses 30 années d'exercice dans l'hôpital public et privé également, a commis donc des centaines d'agressions et viols sur mineurs. 299 sont actuellement en procédure dans un procès qui se tient à Vannes depuis maintenant 3 semaines et qui durera 4 mois. Donc effectivement, il y a un feuilletonnage actuel au niveau de l'actualité qui permet à la fois d'en rendre compte, mais dans ses formes souvent les plus extraordinaires, les plus anormales, les plus hors normes, et c'est bien d'ailleurs que l'on parle de monstres, évidemment. Cette couverture interroge dès le départ. C'est ça qui m'a attirée, c'est de me dire, voilà, un nouveau monstre dont d'ailleurs la couverture correspond systématiquement à la manière dont on fait sortir les affaires pédocriminelles de l'ordinaire de leur traitement dans justement n'importe quel tribunal ou en y passant quelque temps, on se rend compte de la prévalence de ces affaires qui pourtant ne représentent que 3% des plaintes qui sont déposées dans des affaires relevant d'agression ou de viol sur mineurs. Donc l'infime partie des affaires qui arrivent en procédure judiciaire correspond déjà à un engorgement des tribunaux et des cabinets d'instruction. Et pourtant, ce dont on parle, ça n'est jamais
de cet ordinaire-là, de ce quotidien-là, mais nous attendons toujours l'affaire. Et donc, effectivement, cette affaire hors norme, cette affaire historique, je me suis échinée à aller en dégager la part absolument qui s'est avérée, enfin j'en présageais, mais il a fallu faire ce travail de 2 ans sur le dossier judiciaire, en reconstituer chacune des étapes pour observer ce qui, derrière le monstre, relève de la plus grande banalité, à savoir effectivement l'imbrication du cercle des dénis sociaux, qui commencent dans la famille, qui se reproduisent dans les lieux d'exercice professionnel, dans les institutions qu'on pense les plus extérieures à ces problématiques. On a connu l'Église, l'école et voici l'hôpital. Et enfin, évidemment, l'incurie, enfin en tout cas l'inaction patente des institutions, y compris judiciaires, pour lequel ces affaires relèvent en général d'un traitement minimal. On sait que Joël Le Scornac a donc été déjà arrêté avant de devenir ce monstre, et son audition devant les gendarmes a duré 27 minutes au vu de la détention et du partage de fichiers pédocriminels pour lesquels il a été par la suite condamné, et ce qui ne lui a valu aucune sanction, aucune suspension, aucune enquête de la part du Conseil de l'Ordre des médecins, ni de la part du ministère de la Santé, pourtant tenu au courant de ce qui n'aurait jamais dû être. Donc ces anomalies-là n'en sont pas, elles font partie de notre système, et la question qu'on doit se poser, c'est le regard, justement, médiatiquement construit, la manière dont on fait société au travers de ce regard médiatique, et évidemment ne pas à nouveau faire ce même trajet que nous avons fait avec Outreau, à savoir de passer à côté. On va y revenir, bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ça dit tellement de choses de nous et de notre capacité de déni et de silence, de silenciation, en fait. Alors que, enfin, c'est comme les violences faites aux femmes, où c'est seulement quand il y a une énorme affaire qu'on se dit « Ah oui, il y a peut-être un problème de domination un peu ancré. » Voilà. J'arrive à vous, Claire Ruffieux. Alors, vous êtes la chercheuse de l'équipe. Et on a vraiment besoin de vos lumières parce que donc vous avez décortiqué, je crois, 14 journaux sur 40 ans avec des carottages, c'est ça, de tous les 5 ans, pour étudier la médiatisation du viol. Je voudrais savoir ce qui a changé. Et justement, si la définition de Bourdieu, comme quoi le fait divers faisait diversion, s'applique particulièrement au viol, parce que il me semble, moi, lectrice de presse, que c'est principalement depuis MeToo qu'on envisage, au-delà des cercles féministes, de considérer que c'est un problème, que les violences faites aux femmes, enfin les violences sexuelles et sexistes sont un problème de société. Et je pense que Mazan, enfin, et vous allez nous dire ce que vous pensez de l'effet Mazan, même si vous, là pour le coup, vous l'avez peut-être pas encore documenté en tant que tel, mais ce que ça peut faire, voilà. Qu'est-ce que vous avez repéré dans les grandes lignes, parce qu'on va y revenir, mais qu'est-ce que vous avez repéré dans les grandes lignes sur cette médiatisation ? Plusieurs choses. Bah oui, c'est ça. C'est difficile comme question, c'est un peu trop large. D'autant que j'ai la tête dans l'écriture en ce moment, donc faut prendre du recul. Je dirais que avec. Je vous demanderai tout à l'heure. Alors j'annonce la couleur. Je vous demanderai tout à l'heure peut-être de faire un distinguo entre deux grands journaux dont on a parlé. Voilà. Si vous voulez plus donner dans. Bien sûr. Le général. Avec plaisir. Bon, bien sûr, ce que je vais dire est à nuancer. Ce ne sont pas du tout des processus qui sont linéaires dans le temps. Ça fait plutôt des montagnes de ce type-là. Mais s'il fallait distinguer 2 grandes tendances, je dirais qu'on observe un processus de désindividualisation du viol et de déprivatisation. Mais qui est récent. Au cours de la période. C'est-à-dire que c'est progressif. Désindividualisation dans le sens où, progressivement, au fil des affaires, justement, des cas qui ont fait l'événement, parce que les journalistes estimaient, notamment les journalistes nationaux, estimaient qu'il y avait des enjeux politiques à aborder. Progressivement, les rédactions nationales, surtout, ont posé la question des causes d'abord communautaires, donc en posant la question sous un angle plus culturaliste, en se demandant, par exemple, je prends l'exemple des tournantes, ce qui avait été appelé tournantes dans les banlieues, et qui étaient des viols en réunion, et qui avait été très traité à la une au milieu des années 2000, sous l'angle de l'appartenance à un groupe de personnes étrangères ou d'origine étrangère ou perçues comme étant d'origine étrangère. S'il faut, en prenant l'exemple d'Outreau, on peut aussi voir qu'à ce moment-là, c'était plutôt la question des origines sociales très populaires de ces personnes qui étaient perçues comme déshéritées, très peu éduquées. Et l'on a expliqué à ce moment-là les pratiques, les comportements déviants, également qualifiés de pervers.
Et puis petit à petit, quand on avance dans le temps, dans les années 2010, on s'est plutôt posé la question du viol sous l'angle du sexisme politique, dans les médias. Et puis je vais passer, parce que sinon je vais me perdre dans les détails, mais dans différents secteurs. On arrive à MeToo, on pose la question du harcèlement au travail, dans les différents secteurs de la société, pour finalement poser la question des rapports de domination, des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes, et de plus en plus des rapports de pouvoir entre les adultes et les enfants également, qui sont portés, des revendications portées par certains collectifs, comme le collectif enfantiste. Donc ça, c'est la désindividualisation des causes du viol. Et d'ailleurs, on parle plutôt de violence sexiste et sexuelle aujourd'hui, ce qui veut tout dire. On dessine un continuum entre les faits. Et la déprivatisation, c'est plutôt l'idée qu'au fil des années, pour prendre une image, les rédactions s'intéressent de plus en plus au cercle concentrique proche des personnes. C'est-à-dire que dans les années 80-90, ce qui intéressait, c'était le violeur dans la rue, dans l'espace public. Parce que c'était l'espace public, et donc il y avait cette idée que c'était d'intérêt public, ça intéressait tout le monde. Tout le monde pouvait être potentiellement victime d'un violeur dans la rue. Mais ce qui se passait dans la sphère privée, regardez le privé. C'est ça, exactement. Et juste là, juste pour faire une insiste par rapport à la phrase de Bourdieu, justement, quand il parle de... juste quand il parle du sang et du sexe, ça m'a, et du drame et du meurtre, et que c'est sensationnel. En fait, je me dis qu'il aurait commenté l'affaire DSK, il aurait peut-être vu, peut-être que, comme Jean-François Kahn, voilà, c'était une affaire de mœurs. On parlait d'affaires de mœurs avant pour les viols. C'est juste cette insiste-là que je voulais faire. On ne considérait pas les choses comme ça. Pardon. Je vous en prie. J'ai tendance à être très bavarde, donc j'ai rarement l'occasion de parler de ma tasse, donc n'hésitez pas à me couper si je suis trop bavarde d'ailleurs. Donc voilà, l'idée des cercles concentriques, on traitait davantage de l'espace public, et petit à petit on se rapproche de la vie privée, en traitant dans les années 2000 plutôt les connaissances, que ce soit les voisins, les entraîneurs, les enseignants, les prêtres, jusque dans les années 2010, et puis ensuite on se rapproche, voilà, avec les collègues, les super hiérarchiques dans le monde du travail, après MeToo, et depuis peu, l'on repose la question des violences conjugales, y compris sexuelles, bien qu'elles restent assez invisibilisées, et des violences sexuelles intrafamiliales, bien que, encore une fois, il y a des exceptions. Les médias ont particulièrement parlé de l'inceste dans les années 80, en 85 en particulier, donc on trouve toujours des cas exceptionnels. Et pour rebondir, si j'ai le temps, sur la citation de Pierre Bourdieu, je vais essayer de me faire un peu pas l'avocat du diable, quand même, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais je vais prêcher pour ma paroisse. Je comprends les critiques qui sont faites par les journalistes qui ont du mal à comprendre qu'on puisse distinguer l'idée du fait divers et du fait de société avec cette idée de diversion au milieu. Mais je pense que paradoxalement, ce point de vue-là illustre ce que veut dire Pierre Bourdieu. Dans le sens où les recherches en général, pas que les travaux de Pierre Bourdieu, les recherches sur les faits divers, je pense à Marine Amsili, Claire Seca, Yann-Claude Ambroise-Rendu notamment, montrent qu'il y a dans les faits, quand on analyse les archives de presse, une distinction entre le fait divers et le fait de société. C'est-à-dire que le fait divers, globalement, est traité par la presse régionale, ou la presse populaire, voire presse tabloïde, bien qu'elle n'existe pas vraiment en France, plutôt sous l'angle du récit. C'est-à-dire que le but, c'est de raconter une bonne histoire, pour feuilletonner dans le temps, et y compris pour capter l'audience et donc faire des revenus. C'est quand même l'un des enjeux. Et c'est aussi pour ça que le fait divers est encore aujourd'hui, en grande partie, plutôt méprisé par une partie des médias, et en particulier la presse nationale, parce qu'on reste sur un cas individuel, et l'on peut flirter avec le sensationnalisme et le voyeurisme. Le fait de société, c'est le moment, en fait, où d'après les recherches qui existent sur le sujet, où les médias nationaux s'intéressent aux faits divers, donc à un cas particulier, et décident que ce cas particulier, ou estiment que ce cas particulier peut dire quelque chose de plus général, à une autre portée. Et cette vision, cette identification des enjeux dépend des visions du monde des journalistes à ce moment-là. Donc c'est vraiment très conjoncturel, et dans le cas du viol, par exemple, dans les années 80, certaines affaires ont permis de monter en généralité sur l'inceste, là où 10 ans plus tard, on parlait plutôt de la pédophilie au sens large. Donc c'est vraiment très conjoncturel. Et pour revenir, et le fait de société est plutôt traité sous l'angle du commentaire, de l'analyse, plus que sous l'angle du récit. Et pour revenir à ce que je disais au tout début, pour boucler la boucle, on peut comprendre dans ce sens-là que les journalistes plutôt nationaux
ne font pas la distinction entre faits divers et de société, dans la mesure où lorsqu'ils traitent des faits divers, c'est parce qu'ils voient un fait de société et qu'ils le traitent sous cet angle-là. Mais il faut quand même souligner que l'extrême majorité, l'écrasante majorité des faits divers relayés par la presse régionale au quotidien ne montent pas à l'échelle nationale. Donc c'est dans ce sens-là, il me semble que Pierre Bourdieu fait cette distinction. Et par diversion, juste un petit mot, il me semble que c'est pas tant l'idée de faire le prestidigitateur et de faire illusion sur les vrais problèmes, entre guillemets, mais c'est à la fois l'idée de divertir par le récit, par la bonne histoire, avec cette idée quasiment de fiction, de littérature, avec des bons personnages, et en effet de divertir des enjeux qui pourraient être posés, mais pas patiemment, pas consciemment, mais plutôt parce que les journalistes, comme tout le monde dans la société, ont intériorisé des visions du monde. Oui, c'est parce que c'est vrai que le fait divers en tant que récit proche, pour le coup, la presse régionale, et puis en fait, quand on parle du fait divers, on parle de l'événement à chaud qui vient de se passer, cette entorse au contrat social, je reprends la phrase de quelqu'un hier au banquet qui était très juste, je trouve, voilà, et qui doit être racontée, puisque c'est une entorse au contrat social qu'on fait, il y a une infraction, bon bref. Et du coup, c'est vrai que la presse régionale est la première à s'en saisir, mais la question que je me pose, c'est vous étudiez la presse écrite. Et en fait, il me semble que les journaux nationaux, à part le Parisien qui ont fait sa ligne, qui traite le fait divers de manière très régulière et très poussée, on va dire, les autres journaux ne traitent pas de faits divers aussi facilement. Et effectivement, ils le traitent quand ça dépasse des frontières géographiques, parce que c'est exemplaire et que ça confine aux faits de société et tout ça. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on va y revenir, mais aujourd'hui, si on parle de la télé et de la radio, et il me semble qu'il y a un boom du fait divers. Je vais vous interroger là-dessus dans 2 secondes. Oui, ou tout de suite d'ailleurs, parce que il y a l'étude Via Voice qui a lancé les assises et qui va être développée, présentée demain, dit... Attendez, il faut que je vois mes notes avant, ou j'y reviendrai après, pardon. Je vais vous demander, pour le temps, pour pas perdre de temps, à Pat Perna, qu'est-ce qui a changé selon vous depuis 1984, justement, à la fois dans l'appréhension de l'affaire Grégory, mais aussi dans les faits divers en général? Parce que je crois que ce 40e anniversaire de l'affaire Grégory, il y a eu une prise de conscience de toute la profession et de la société pour dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on a dérapé ?» Mais oui ou non, je voudrais savoir s'il y a un respect ou si ce respect est à géométrie variable. Je suis en train de me prendre les pieds. Non, c'est clair ? Oui, si. Okay. Vis-à-vis de l'affaire Grégory, clairement, il y a eu un changement qui s'est opéré. Et au moment où, notamment, moi, j'ai été confronté à l'espace médiatique pour la sortie du livre, avec beaucoup de sollicitations, j'ai été face à des journalistes qui étaient plutôt très attristés d'être comparés à ceux qui, à l'époque, avaient œuvré à ça, et qui, pour certains, ont même fait publiquement des mea culpa sur des grandes antennes nationales. Après, en général, j'ai le sentiment, mais peut-être je me trompe, il y a une affaire qui est très similaire dans son déroulement. C'est l'affaire du petit Émile, qui s'est passée il y a 3 ans, je crois, où voilà, cet enfant qui disparaît, ou 2 ans peut-être, je ne sais plus. Non, je crois que c'est un peu... Bon. Ouais. Peut-être l'année dernière, ou il y a 2 ans. Un petit enfant de 2 ans et demi qui a disparu. Dans un tout petit hameau, voilà, il va se promener, il disparaît, et puis voilà, jusqu'à ce que finalement on le retrouve, on retrouve ses ossements et ses vêtements. En fait, dès le début, on a eu le même principe que sur l'affaire Grégory, c'est-à-dire un afflux de journalistes qui, arrivant des grandes villes, se précipitent pour couvrir l'affaire. Parce qu'un enfant qui disparaît, ça reste un fait divers qui, comme vous le disiez tout à l'heure, raconte une histoire et mérite d'être médiatisé.
On sent tout de suite les prémices de quelque chose qui frissonne chez les journalistes, c'est-à-dire on va chercher la bonne histoire à raconter. Ah, c'est formidable, c'est une famille de catholiques très pratiquants. Tout de suite, on transforme le très pratiquant en intégriste, puis il n'y a qu'un pas vers la secte. D'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'il se trouve que le grand-père a un peu un rôle de patriarche, c'est lui qui possède cette grande demeure. Donc voilà, tout de suite, on commence un storytelling presque digne d'une fiction Netflix. Ça va faire une bonne histoire. Et fort heureusement, on a d'un côté le maire qui décide, dans une espèce de sursaut républicain, de siffler la fin de la partie et qui donc interdit l'entrée au village à quiconque n'y est pas habitant, ce qui élimine de facto tous les journalistes et tous ceux qui pourraient être intéressés. Et puis des journalistes qui, je pense, se disent attention, on a déjà vécu ça par le passé, on n'est pas obligé d'y retourner. Et en fait, on s'aperçoit que le traitement de cette affaire, médiatiquement, finalement, il n'y a pas eu, pour l'instant, de dérive. On s'est contenté d'être très factuel. C'est marrant parce que c'est comme si, d'un seul coup, une nouvelle génération est arrivée et qu'elle a pris conscience. On a d'un côté, à la télévision notamment, beaucoup d'excès, puisqu'il y a quand même des gens qui s'en sont fait la spécialité, pour qui c'est le fond de commerce. Donc eux n'ont aucune limite, y compris raconter des mensonges ou extrapoler. Et puis de l'autre, une presse, on va dire, régulière, qui, elle, semble avoir pris la véritable mesure de tout ça. Ce qui est étonnant, j'ai fait une conférence tout à l'heure avec Marie-Laure Augry, qui donc a traité l'affaire Grégory à l'époque. Et elle se souvenait vaguement que pour eux, finalement, ils restaient très sobres dans leur présentation en plateau. Ce que je lui ai confirmé, puisqu'ayant regardé toutes les archives de l'INA, on s'aperçoit que dans le traitement des journaux télé, finalement, il y avait beaucoup de distance de la part des journalistes, en tout cas qui étaient les envoyés spéciaux, et puis le présentateur journaliste qui, lui, en plateau, s'efforçait d'être dans une neutralité absolue, sans jamais prendre le parti de quoi que ce soit. Il y a eu un petit changement à un moment, quand Christine Villemain a donc été accusée, avec un début de parti pris, notamment sur la 2, où d'un seul coup, les envoyés spéciaux semblaient prendre fait et cause pour Christine Villemain et le transmettaient à l'écran, mais de manière très sobre, en disant simplement Marie-Christine Villemain a aujourd'hui été inculpée. Elle est toujours présumée innocente, je vous le rappelle, car dans la loi, enfin, il prenait un tas de précautions. Donc des précautions enfin c'est pour parce que je vois l'heure qui passe, pour faire rebondir là-dessus Marisa Fimei par rapport au traitement des faits divers aujourd'hui dans les télés. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous animez, j'ai retrouvé les chiffres via Voice. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment les faits divers, ce qui m'a surprise, et visiblement beaucoup plus qu'auparavant. Alors, j'ai pas noté tous les chiffres et vous les aurez demain, ou peut-être que quelqu'un dans la salle interviendra tout à l'heure pour les donner. Mais il y a deux tiers à 3/4, je sais plus, qui aiment les faits divers. Et voilà, je crois que c'est les 3/4 qui apprécient les faits divers. Et il y a les 2 tiers des Français qui trouvent que c'est aussi important que le reste. Donc, j'espère qu'ils ont perçu le fait de société à travers le fait divers et que c'est pas juste du sensationnalisme. Abondé, allez, je dis mon point de vue, par beaucoup de chaînes en continu, et particulièrement toutes celles de la sphère Bolloré, mais aussi Saadé. Voilà. Et donc là-dessus, en ayant ouvert un boulevard à Marisa Fimei, qu'en pensez-vous? Vous qui avez perçu cet intérêt pour le fait divers et qui visiblement essayez de le tirer vers autre chose, qu'est-ce que vous pensez du traitement actuel des faits divers? Est-ce qu'il y a un nouveau respect parce qu'on a fait tellement de bêtises qu'on regarde nos pratiques, ou est-ce que non, pas du tout, on se vautre? Ou c'est plus nuancé peut-être? D'abord, je voudrais dire que depuis tout à l'heure, on parle de domination masculine sur les femmes, on parle de domination masculine sur les enfants, mais on n'a pas parlé d'une autre domination qu'il y a dans les médias quand on parle de faits divers, c'est le racisme. Aujourd'hui, un fait divers, et je rebondis sur ce que disait Claire tout à l'heure,
on le saisit peut-être en rédaction nationale en y voyant un fait de société, mais le fait de société, il n'est pas conforme, par exemple, aux statistiques. On va s'intéresser, par exemple, au statut administratif d'un suspect. Est-ce qu'il est sous OQTF? Est-ce qu'il est étranger? Quelle est sa nationalité? Et au final, on va s'apercevoir, en regardant les statistiques, en regardant les historiques, qu'il n'y a aucun lien entre ces statuts administratifs ou la nationalité d'un suspect et la prévalence des crimes commis dans la société. Donc je trouve que c'est important aussi de le rappeler, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait société, c'est en comprenant que le statut administratif au QTF étranger d'une personne ne fait pas de lui un criminel en puissance. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le dire en rapport avec le faire diversion. Quand on s'interroge sur la nationalité, sur la race, j'entends race sociale, l'assignation raciale d'un suspect dans une affaire, on ne s'intéresse pas justement au problème plus large qu'il y a derrière, c'est-à-dire les violences sexuelles, la pédocriminalité qui touche toutes les couches sociales et qui touche toutes les nationalités et aussi on ne s'interroge pas sur le fait qu'il y a quand même 96% d'hommes en prison. Et s'il y a un homme étranger qui commet un crime, il a en commun avec les autres hommes que c'est un homme. Il n'y a pas de lien avec sa nationalité ou son origine. Donc c'est important aussi de rappeler ça. Et je trouve que trop souvent on s'engouffre trop dans la brèche et on déshumanise aussi ces personnes facilement, alors que quand c'est un suspect français ou blanc, pour le dire, on va essayer de creuser dans sa famille, on va être beaucoup plus dans l'explication, l'empathie vis-à-vis du suspect, alors qu'on va déshumaniser un suspect racisé. Exemple emblématique, vous avez sûrement suivi l'affaire de la jeune Louise qui a été tuée à Longjumeau début février. La presse de droite et d'extrême droite, parce que c'est politique, il y a un agenda politique. Enfin, moi, qui travaille depuis plus d'un an systématiquement sur ces sujets-là, on est bien obligé de le voir. Et puis, en plus, Bolloré, c'est quand même explicite, faut pas, voilà. Et dans l'affaire de Louise, on se jette sur les prénoms. Voilà. Il y a un prénom à consonance arabe, comme si un prénom pouvait dire quelque chose. Mais même Jean Ferdinand, ça veut rien dire. D'où on verrait que quelqu'un est prédéterminé par son prénom à commettre un crime. Bref, il n'empêche que le premier gardé à vue a un prénom arabe, en plus il a un casier, donc toute la presse réactionnaire se jette dessus. Ils ont beaucoup de mal il y a un deuxième suspect, enfin il y a tout un bal de suspects, et dès le jeudi, les forces de l'ordre arrêtent un des voisins de la jeune fille. Moi, je me suis refusée à diffuser sa photo pour ne pas faire comme les réseaux sociaux d'extrême droite comme F de Souche ou le Média Frontière. Enfin bref, je vais pas trop leur faire de pub. Mais ce jeune homme ressemble à un jeune homme par exemple, d'un milieu ultra-catholique avec sa chemise blanche boutonnée jusque-là, le cheveu ras, le regard noir. Enfin, il fait plus néo-nazi qu'autre chose. Et là, tout le monde s'arrête. Plus personne n'en parle. Et le comble, c'est que y a quand même eu un journal. J'ai pas relu mes notes, mais c'est dans ma chronique sur Arrêt sur Image, petite page promo pour Arrêt sur Image surtout. Zut, du coup, j'ai tellement pas l'habitude de faire l'autopromo que ça m'a coupé. C'est pas grave. Oui, on a parlé. Voilà, il y a un média qui s'est intéressé au choc carcéral qu'allait subir ce jeune homme. Tout de même. Le même qui indignait la France entière parce qu'il avait tué une jeune fille de 8 ans. Voilà. On s'est intéressé au choc carcéral. Je crois que c'est le Parisien. Ou BFM. Bref, allez voir. Excusez-moi, là, je ne pouvais pas me tenir dans mon rôle relativement neutre de animatrice de table ronde. Je voulais aussi, sur cette dimension... par rapport à vous, Marika Mathieu, les premiers retours sur le livre, qu'est-ce qui vous intéresse dans les questionnements du public? Parce que je crois que vous avez pas mal rencontré quand même de gens. Il y a des choses qui vous rassurent, d'autres qui vous angoissent. Et puis, si vous avez un avis sur le traitement général des faits divers, parce qu'on approche... Oh là là, oui.
mon Dieu. Oui, mais non, la réception, je pense qu'elle reste l'objet c'est vrai, de la conscience du chemin qui reste à faire quasiment, qui est total sur la question juridique, mais c'est-à-dire de l'application des lois. Mais encore une fois, il ne faut pas tout attendre de la justice. Mais j'aimerais effectivement revenir sur ce qui a été dit là, parce que on a l'air de dire qu'il y aurait déjà un premier traitement, le fait divers, c'est-à-dire comme s'il était neutre et comme s'il arrivait comme ça, et tout d'un coup avec une presse locale. Donc non, évidemment, ça revient à ce que dit Bourdieu, c'est-à-dire il y a des critères, il y a des significations qui sont effectivement contenues dans ces faits et qui vont agir sur l'imaginaire collectif. C'est la raison pour laquelle on va les chercher. C'est évidemment parce qu'ils ont ces dimensions-là. Mais il n'y a pas tout d'un coup une rupture de ces sens-là quand ils passent à l'échelle nationale, comme si l'échelle nationale allait appliquer avec des lettres de noblesse tout d'un coup un traitement de société, c'est-à-dire cette noblesse, cet élitisme qui viendrait donner sens à ce qui n'en avait pas avant. Non, c'est les mêmes sens qui continuent à agir et qui peuvent donner... on moralise presque ça, mais il n'y a pas de bonne manière de faire société ou de mauvaise manière. Il y a des interprétations et des analyses sur lesquelles il faut garder le même esprit critique qu'on doit appliquer effectivement aussi au niveau des faits divers, c'est-à-dire le traitement au titre de faits de société. Moi, je le vois effectivement par le temps que j'ai passé maintenant sur les affaires pédocriminelles, qui ne m'intéresse que pour ça, c'est de dire comment se fait-il qu'on en fasse autant en tant que société sans encore considérer qu'il s'agit d'un fait social. Faire société, c'est comprendre et intégrer dans nos pratiques un fait social. Faire société, c'est faire quelque chose à ce fait qu'on a sous les yeux et accepter de l'intégrer dans nos comportements. Et c'est ça la question toujours de ce que font les médias ou non, de ce qu'ils produisent ou non, et de la manière dont ils sélectionnent nos émotions, puisqu'on parle de ce lien entre faits divers et société. Et c'est évidemment un lien. C'est ce par quoi nous sommes imbriqués à une information, à un savoir. Et c'est comme ça que nous prenons conscience que nous savons. La folie de la pédocriminalité, c'est que tout le monde sait que ça arrive. Vous avez parlé du texte d'Édouard Durand qui a rappelé quelque chose. 160 000 enfants par an. C'est à peu près 6 millions de Français agressés avant leurs 18 ans. Si on pense, comme je l'ai fait par rapport à Joël Le Squarnec, en termes d'entourage qui sait, on parle de 40, 50 à 60 millions de gens en France qui sont liés d'une manière ou d'une autre à une personne victime d'agression sexuelle avant ses 18 ans. Tout le monde le sait. Pourquoi on ne fait rien ? Pourquoi ça ne fait pas social ? Ça ne fait pas société ? Mais pourtant, effectivement, on voit qu'il y a une construction qui change, qui évolue. Mais elle n'est pas encore intégrée dans nos pratiques en tant que société. Nous ne faisons pas société sur un fait d'actualité comme la pédocriminalité. Et qui pourtant, effectivement, sort déjà de l'invisible. Merci pour la transition, parce que j'allais m'adresser à Claire Ruffiot. Je voulais savoir sur ces 14 journaux s'il y en avait qui avaient eu des évolutions un peu emblématiques. Et justement, je crois que vous aviez notamment, pour parler du Monde et du Figaro, qu'il y avait Le Monde qui était allé vers une prise en compte toujours plus grande des faits divers avec une sociologisation, c'est-à-dire une prise en compte sociétale des problèmes qui surgissaient dans chaque fait. Et à l'inverse, dans Le Figaro, un mouvement un peu inverse. Enfin, parlez-nous de ça, parce que j'ai peut-être mal compris. C'est tout à fait ça. Et je peux élargir, si vous voulez, plus généralement au traitement médiatique du fait divers criminel, puisque j'ai également participé à un projet de recherche qui nous a permis de discuter de ce traitement médiatique-là, donc pas uniquement de la question du viol. On avait étudié 1501 de journaux. Donc au total, avec ma thèse, ça fait 15 journaux distincts et un peu plus de 30 000 unes depuis les années 70. Donc si on compare Le Monde et Le Figaro sur le fait divers criminel, ce qui ressort, c'est que paradoxalement, en volume, ces deux journaux suivent les mêmes tendances. C'est-à-dire que grosso modo, des années 70 au tournant des années 2000, Le Monde et Le Figaro traitent très rarement des faits divers criminels. Parce que l'actualité qui fait souvent la une, c'est l'actualité internationale, économique et politique nationale. Voilà. Et quand on en parle, c'est parce qu'il y a un enjeu en lien avec ces thématiques-là, le plus souvent. Le tournant se fait au moment des années 2000, avec une explosion qui reste relative, parce que le sujet est quand même peu traité quand même par rapport aux autres actualités. Mais de mémoire, je crois que c'était x8 par rapport à la moyenne
du nombre d'articles publiés les 30 années précédentes au Monde, et fois 2 ou 3 au Figaro. Puis avec une hausse qui perdure jusqu'aux années 2020, avec toujours des évolutions bien sûr selon le contexte. Et ce tournant des années 2000, il correspond principalement à la crise économique, commerciale, parce que le fait divers fait vendre. La presse régionale s'en était aperçue peut-être avant. Presse. Comment ? Je dis la crise de la presse. Oui, la crise de la presse, oui. Oui, tout à fait, la crise de la presse, oui. Ce que je voulais dire, mais je ne l'ai pas assez précisé. Vous avez bien fait de compléter. Puis, avec une accélération tout de même de la couverture, en particulier au Monde, depuis les années 2010-2015, suite aux attentats de 2015, aux différents attentats, mais surtout parce que les technologies sont améliorées pour mesurer en temps réel les sujets qui font le buzz sur Internet sur le moment. Donc, en termes de volume, pas de différence, grosso modo, entre ces deux journaux. C'est sur le traitement, en effet, qu'il va y avoir une différence. Pour le dire vite, le Figaro traite de tout type de faits divers, avec quand même un intérêt plus important pour les troubles à l'ordre public et les atteintes non sexuelles aux personnes, donc les meurtres, les agressions physiques. Presque systématiquement sous l'angle de l'insécurité, imputée à l'immigration. Voilà, ça il y a toujours des exceptions, mais c'est quand même ce qu'on observe. Tandis que Le Monde va plutôt poser la question de la prise en charge sociale dysfonctionnelle, qu'elle soit judiciaire, politique, associative, médicale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les différences qu'on observe entre Le Monde et Le Figaro. D'accord, merci. Et je crois que vous étiez engagé dans votre recherche un peu avec l'intuition que le fait divers était décorrélé de la réalité statistique, mais ça, c'est ce qu'on a tous observé. Et je voulais juste apporter un point d'information, parce qu'en travaillant pour ces chroniques d'arrêt sur image, en fait, presque tout le temps, j'arrive à montrer que la presse, enfin une certaine presse, certains médias se trompent et nous trompent. Alors certes, il y a de la liberté éditoriale, ils ont le droit de parler que du narcotrafic, même si en fait c'est les petits trafics qui sont les plus importants. Ils ont le droit de parler de un seul viol d'une jeune femme blanche, alors que il y a des viols tous les 2 jours en France. Ils ont le droit à tout ça, hein, mais il y a quand même une espèce de déformation du réel par rapport aux statistiques. Par exemple, je veux ici dire que la société n'a jamais été aussi peu violente que depuis 40 ans. La société française, y compris là maintenant tout de suite, alors qu'on n'entend parler que de ça. Il y a eu des titres sur CNews, mais aussi Libération, quand il y a eu ces chiffres en juillet sur une explosion de tentatives d'homicide en France. Plus de 78%. Libé, titre pareil que CNews. Sauf que, si on lit la Croix, on comprend que c'est les tentatives d'homicide volontaires qui ont explosé, et plus exactement que ce sont, je suis en train de faire la même erreur, que ce sont les plaintes pour tentative d'homicide. Ça veut dire que quelqu'un qui va porter plainte, en général, on caractérise la plainte du plus fort pour pouvoir ouvrir l'enquête au maximum. Donc c'est une plainte de quelqu'un qui a eu peur d'être tué. Et en plus, la tentative d'homicide, elle est plus caractérisée pareil dans le nouveau code pénal qu'il y a quelques années. Et là, il faudrait des juristes dans la salle pour confirmer ça. Donc en fait, le gag, c'est d'ailleurs Libé le met dans son article, mais pas dans son chapeau. Mais dès le chapeau, c'est-à-dire l'introduction de l'article, la Croix explique que la police elle-même dit qu'il ne faut pas se fier à ces chiffres. Voilà. Mais ça donne un 78% donc une explosion de tentatives d'homicide. Je veux vraiment dire ça parce que nous tous, quand nous nous informons, nous devons garder à l'esprit qu'il faut peut-être chercher plusieurs sources et aller voir les statistiques qui sont ouvertes. On peut regarder les statistiques du ministère de la Justice comme celles du ministère de l'Intérieur et c'est assez... je vais passer la parole au public, sauf si vous avez quelque chose à ajouter. Dites-moi. Y compris sur ce que je viens de dire. Oui, bon, alors, ils sont très généreux, décidément. Qui veut poser des questions dans la minute qui nous suit? Non, les 2 minutes qui... Je réclame 2 minutes de plus aux organisateurs. Quel est l'impact psychologique, en fait, que vous pouvez ressentir à traiter ce genre d'affaires? Quel est l'impact psychologique, en fait, parce que c'est pas évident, en fait. Et je pense que c'est encore moins évident d'aller au fond des choses. Donc, est-ce que ça n'a pas un impact sur votre personne? Et comment vous gérez, en fait,
le ressenti que vous pouvez avoir à ce moment-là. Alors, je vais répondre à titre personnel. Justement, moi, ce qui me permet de prendre de la distance, c'est de penser le fait de société derrière le fait divers, en me disant que on peut expliquer en fait ce qui se passe, et que c'est pas juste quelque chose qui tombe sur une famille, sur une personne d'un coup, mais que c'est tout un système qui se met en place à un moment donné pour donner lieu à un crime. Et mon travail, c'est d'expliquer tout ce système qui a fait qu'une personne a commis un crime. Et en prenant cette distance et en l'expliquant à mes auditeurs, en l'occurrence, ça me permet de prendre de la distance et de me dire que j'en fais quelque chose aussi de positif, qui est d'expliquer tout ce qui s'est passé, quoi. Bah oui, je crois que c'est vrai que c'est la seule clé. D'ailleurs, c'est aussi la raison de le faire. Je pense qu'on s'intéresse pas à ces histoires-là si on se sent pas capable de les soulever et d'aller aussi. Oui, c'est vrai parfois d'en prendre la part la plus obscure, puisque c'est ça la question. Oui, on va dans les bas-fonds de l'humanité, mais ça fait partie de l'humanité. Et je pense que aussi selon les sujets, bon, c'est vrai. Alors moi, maintenant, je me retrouve avec cette casquette-là, mais c'est encore une fois, c'est pas la seule qui mériterait d'être agitée comme je le fais là. Mais dans ces affaires-là, le dégoût, l'horreur, le malaise sont sans doute parmi les raisons profondes de l'inaction de notre société, justement, par rapport à ces affaires-là. Donc l'émotion, c'est notre rôle aussi à tous de se saisir. Nous ne sommes pas seuls. D'abord, nous sommes très nombreux. Il y a des zones et des lieux de parole qui existent. Il y a des livres. On peut se cultiver, on peut s'armer individuellement et collectivement pour faire ce travail d'analyse, pour supporter l'insupportable, parce que d'autres, sinon, le font à notre place. Donc cette question, effectivement, de la place, de savoir se tenir à sa juste place en essayant de faire ce qu'on peut en tant qu'auteur, en tant qu'autrice ou journaliste, mais de le faire en ayant conscience que ça fait partie de ce que tout le monde peut faire. Et je pense qu'en tout cas, voilà, moi, en tout cas, dans mon travail documentaire ou dans mes livres, j'essaye de dire que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Et je pense que c'est une des clés. Moi, je vais dire tout l'inverse. Non, mais peut-être que le fait de traiter une histoire comme celle de Grégory par le prisme de la bande dessinée en étant le scénariste, mais surtout en ayant travaillé de manière très proche de cette famille avec qui j'ai tissé un lien au-delà d'amical, ça a eu un impact fort, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui quand on écrit un livre ou quand on écrit une bande dessinée, c'est la même chose. Mais si on le fait pas si on le fait juste pour écrire, ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'on le fasse en se disant que ça va changer notre vie, parce que dans ce cas-là, forcément, ça va avoir un impact sur nos lecteurs. Donc moi, quand je travaille sur Grégory pendant 2 ou 3 ans avec Christine et Jean-Marie Villemain, évidemment, ça change ma vie et ça me plonge dans quelque chose de très dur qui fait partie du processus de travail. Là où on ne peut pas toujours mesurer, c'est quel impact ça va avoir sur notre quotidien. Moi, en l'occurrence, c'était compliqué parce que j'ai un petit garçon qui avait, quand j'ai commencé à travailler, le même âge que Grégory et que je vis en pleine campagne et que je sentais bien le poids que ça pouvait avoir. C'est-à-dire que, par exemple, quand d'habitude je le laisse jouer, il n'y a pas de voisin, je le laisse jouer dans les prés en face. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur cette histoire avec ces gens qui me racontaient comment ils avaient vécu ça, comment c'était arrivé, en un claquement de doigts, cette femme qui vous raconte qu'elle est en train de repasser son linge et son gamin, il joue à 6 mètres d'elle dans le jardin. Elle tourne la tête, elle augmente le son de la radio, c'est les grosses têtes. Elle retourne la tête et le gamin, il est plus là. Et à partir de là, c'est une espèce de spirale. Quand vous êtes parent, déjà, vous vous sentez directement concerné. Enfin, tous les parents ont vécu à un moment donné le fait de perdre leur enfant des yeux et cette espèce de panique qui s'empare de vous immédiatement. Quand vous travaillez des mois et des mois sur un sujet comme celui-là, c'est pas possible d'en sortir intact. Donc, j'ai pas leur distance.
Je vais faire la synthèse de différents points de vue en disant que dans mon cas, en tout cas, ça a été évolutif. C'est-à-dire que quand on passe en vue à peu près 30 000 unes et articles sur le viol et plus généralement le crime, bon, sur le moment, c'est pas très agréable, quoi. Je pourrais pas dire qu'il y avait une distance, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'analyse que j'avais tendance à être de plus en plus dans l'abattage d'articles, entre guillemets, et à moi rentrer dans le récit et surtout à m'interdire d'imaginer et de visualiser pour garder une distance. Alors, ce qui déshumanise sur le moment et qui n'est pas forcément une chose particulièrement saine, je pense, mais qui m'a permis de pouvoir voir ce que j'analysais comme des données. Et c'est dans un second temps qu'on réhumanise au moment de l'analyse pour ne pas se laisser déborder par les émotions. Ça se fait pas, mais comme je suis journaliste aussi, je vais aussi répondre à cette question. Moi, j'avoue, je dois être un peu idéaliste parce que particulièrement quand je suis les procès, en fait, j'espère que ça va aider à faire société. En fait, que justement, en essayant de montrer quelques moteurs qui dépassent les personnes, c'est-à-dire que quand on va aux assises, il y a 9 fois sur 10, alors non, il y a des vraies statistiques, notamment un bouquin de Jean-David Zaitoun, qui est médecin et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les causes de la violence, qui est très lumineux, enfin très éclairant. Bref, je vais parler de mes statistiques. Aux assises, j'ai l'impression que 9 fois sur 10, il y a une question d'alcool. Et 7 fois sur 10, il y a des enfances fracassées chez ceux qui sont passés à l'acte. Et ben, moi, quand je dis ça et quand j'insiste là-dessus, je me dis, j'espère que les gens vont l'entendre et qu'ils vont pas fantasmer sur des prisons 4 étoiles comme on a vu la semaine dernière encore. Voilà. Donc j'espère que ça fait société, mais c'est pas évident. Merci beaucoup et de votre patience et de ceux qui attendent la suite. Et merci beaucoup à vous.